Nous prouvions déjà, preuve archéologique à l'appui, que tout ce qui avait été écrit sur ce temple était faux. Des archéologues ont enfin ouvert la chambre de Cléopâtre, restée scellée pendant plus de 2 ans. À l'intérieur, ils ont découvert un objet unique en son genre. Il brille, il bourdonne et semble presque vivant. Chaque détail remet en question nos connaissances sur l'Égypte antique. Quel est donc cet objet mystérieux? Et pourquoi a-t-il été si soigneusement dissimulé? Découvrons-le. Une reine hors du temps. Depuis plus de 2 millénaires, l'histoire de Cléopâtre III captive le monde. Dernière souveraine illustre d'Égypte, elle fut une reine brillante et rusée qui tint tête à la redoutable Rome, gouverna son royaume avec une détermination implacable et se forgea une réputation impressionnante qui perdure encore aujourd'hui. Malgré les récits élogieux des historiens romains qui affirment qu'elle fut inhumée avec les honneurs royaux dus, le lieu précis de sa sépulture demeure un mystère. Cette omission constitua une énigme majeure pour les érudits, passant d'une simple absence d'information à une énigme complexe que d'innombrables générations tentèrent de résoudre en vain. Les derniers instants de la prêtresse égyptienne antique furent décrits en termes mystérieux et poétiques par les prêtres de l'époque. Ils pensaient qu'elle était une épouse retrouvant Osiris lors d'une cérémonie dissimulée aux yeux des mortels. L'ambiguïté de ces descriptions laissa les érudits perplexes pendant des siècles. Certains supposèrent que les prêtres faisaient allusion à un rituel clandestin pratiqué dans le sanctuaire intérieur d'un lieu sacré, accessible seulement à quelques élus. Une autre hypothèse suggérait que ce langage mystérieux visait à protéger sa dépouille de toute profanation par des adversaires. Malgré de nombreuses tentatives pour élucider le mystère, chaque nouvelle enquête ne faisait qu'accroître l'incertitude. Les espoirs suscités par de nouvelles pistes se transformaient rapidement en scepticisme, engendrant un cycle d'attente qui finissait par se muer en frustration. Au début des années 1970, un incident étrange impliquait une équipe de recherche soviétique menant des expériences près du lac Mariot, un bassin d'eau salée peu profond situé au sud-ouest d'Alexandrie. Leur objectif principal était de trouver du pétrole, pas Cléopâtre. Cependant, au cours de leur exploration, ils détectèrent quelque chose d'inhabituel. Les instruments qu'ils utilisaient enregistrèrent des vibrations régulières provenant du sous-sol calcaire. Ces vibrations étaient différentes des mouvements habituels du sol et ne ressemblaient à aucun bruit produit par des machines. Le bruit était faible, lent et étrangement constant. Les habitants des environs baptisèrent rapidement l'endroit Ab al-Nafas, signifiant un lieu plein de vie. Les scientifiques consignèrent leurs découvertes, organisèrent leurs observations et poursuivirent leur voyage. Leur mission achevée, le contexte mondial changea et leur découverte tomba dans l'oubli. Les fonds s'épuisèrent, les tensions politiques s'exacerbèrent et personne ne se soucia d'explorer cette faible activité tapie sous les sables du désert. L'époque de la guerre froide ne laissait aucune place au mystère qui ne servait pas les intérêts politiques. Par conséquent, les documents restèrent longtemps dans un dépôt secret. Près de 30 ans plus tard, le mystère fut relancé par les progrès technologiques. Au début des années 2000, de nouvelles images satellites se concentrèrent sur la même crête. Cette fois, les images révélèrent des formations précises enfouies sous la surface. Ces formations semblaient parfaitement droites et structurées, défiant toute origine naturelle. Des investigations plus poussées, et réalisées à l'aide d'appareils thermiques et radars, révélèrent que ces formations s'étendaient sur plusieurs mètres de profondeur. Les analystes émirent l'hypothèse que ces lignes ressemblaient à des éléments d'une construction humaine. Alors que certains experts ont écarté l'hypothèse d'une erreur de données, d'autres y ont vu une lueur d'espoir. En reportant les formations sur une carte numérique, les chercheurs ont constaté une ressemblance frappante avec le symbole de vie de l'Égypte antique, l'En-H. Le motif n'était pas gravé sur la couche supérieure, mais restait invisible à l'œil nu, uniquement visible par imagerie satellite. Il semblait que le sable le dissimulait intentionnellement. Le motif complexe s'étendait jusqu'à un plateau autrefois associé à la déesse Isis. Cléopâtre, qui se considérait souvent comme une incarnation d'Isis,
donna une nouvelle dimension à l'enquête. Le récit, d'une légende mystérieuse transmise de génération en génération, s'était mué en une quête scientifique rigoureuse, exigeant des calculs méticuleux et des technologies de pointe. Des expériences complémentaires furent menées. Les relevés thermiques révélèrent des zones de température élevées sous la surface. L'analyse du sol mit au jour des fragments d'enduit et de résine anciens, substances rares dans un terrain désertique intact. Tout laissait présager la présence d'une structure construite dans un passé lointain et délibérément dissimulée. Ce qui n'était au départ qu'une légende entourant la dernière reine d'Égypte se transformait peu à peu en une véritable enquête, fondée sur des preuves plutôt que sur des conjectures. Rapidement, le ministère des Antiquités autorisa une équipe à explorer le site en détail. Serait-ce enfin le moment où son histoire oubliée serait révélée au grand jour, là où le sable endormi s'éveillerait? Un groupe de scientifiques, d'archéologues et d'ingénieurs entreprit une mission terrestre dans une zone paisible, à l'ouest du lac Marriott. Après avoir reçu l'approbation du ministère, non sans un optimisme prudent, ils emportèrent de la machinerie lourde, convaincus que cette expédition recelait le potentiel de résoudre des mystères vieux de plusieurs siècles. Le désert environnant paraissait serein, immense et d'un or somptueux. Ces dunes de sable immaculé contribuant à son atmosphère paisible. Cependant, peu de temps après avoir installé leur matériel, un événement étrange se produisit et les prit au dépourvu. Les vibrations détectées par les capteurs enfouis sous terre étaient d'abord subtiles et régulières, leur intensité augmentant progressivement à chaque répétition. Malgré des inspections et des réparations approfondies, l'équipe ne parvint pas à identifier le moindre problème avec l'équipement. L'impulsion continuait d'émaner des profondeurs de la Terre, toutes les 42 secondes, comme une respiration rythmée de la planète elle-même. Lorsque de l'analyse des données, un chercheur remarqua un détail particulier qui troubla tout le monde. Dans la culture d'écriture égyptienne antique, le nombre 42 revêtait une grande importance, car il représentait les juges chargés de déterminer le destin des âmes après leur mort. Certains membres de l'équipe ont ri nerveusement de cette coïncidence, tandis que d'autres restaient silencieux. Le groupe s'est interrogé sur la possibilité qu'une force naturelle soit liée à ce nombre sacré ancien. L'équipe a choisi de réaliser des relevés thermiques nocturnes de la zone afin de mieux comprendre ce mystère. Le désert était calme et froid, sous un ciel dégagé. Tandis que l'équipement analysait discrètement les variations de température sous le sable, la découverte qu'ils ont faite les a complètement stupéfiés. Sous les dunes, les rayons du soleil dessinaient d'élégantes courbes, comme autant de longs passages. Le lendemain, des images aériennes révélaient de légères élévations au sol, reproduisant ces mêmes motifs. Une fois toutes les marques cartographiées, elles dévoilaient un vaste rectangle aux dimensions évoquant celles d'un ancien site, des temples datant de l'époque de Cléopâtre. L'équipe, encore incertaine, décida de prélever des carottes de sol. Les niveaux supérieurs étaient composés de sable désertique typique. Cependant, en forant plus profondément, ils firent une découverte inattendue. Incrustés dans les couches, on a retrouvé de petits fragments de plâtre et de faibles traces de bitumen. Ces substances, peu courantes dans la région, étaient utilisées dans l'Égypte antique pour sceller et protéger les sites importants, notamment les appartements royaux. L'enthousiasme gagna la foule, suscitant des discussions animées. Un groupe de chercheurs était persuadé d'avoir mis au jour une structure antique restée cachée pendant des années. D'autres, en revanche, suggéraient que ces découvertes étaient dues à des mouvements de terrain ou à des formations géologiques inhabituelles. Quelques personnes pensaient qu'il s'agissait d'un simple hasard. Tandis que les débats se poursuivaient, les habitants de la région conseillaient discrètement à l'équipe de ne pas trop perturber le site. Ils les avertissaient que la Terre recelait d'anciens mystères qu'il ne fallait pas déranger, car les perturber ne pourrait qu'entraîner des problèmes. La plupart des chercheurs ignorèrent sans ces avertissements d'un signe de tête poli. Cependant, leur assurance s'est rapidement dissipée suite aux événements qui ont suivi. Une nuit, les caméras de sécurité ont capturé un spectacle étonnant. Le sable de la crête s'est mis à bouger étrangement, non pas sous l'effet du vent ou des animaux,
mais à l'image du rythme régulier du sol en contrebas. Les dunes semblaient respirer, s'élevant et s'abaissant selon un motif précis. La scène était à la fois paisible et inquiétante. Le lendemain matin, après avoir visionné la vidéo, les ouvriers ont renoncé à dormir près de la crête. Des rumeurs commencèrent à circuler au camp et les tremblements de terre s'intensifièrent de jour en jour. La peur se répandit et le projet tout entier faillit être interrompu. Le ministère des Antiquités réagit promptement, lançant des fouilles minutieusement supervisées par le Dr Kathleen Martinez, archéologue de renom possédant une vaste expérience dans la recherche de sépultures potentielles liées à Cléopâtre. Dès son arrivée, elle demanda à examiner tous les enregistrements et les scans, observant attentivement le déroulement des opérations du début à la fin. Lorsqu'elle prit enfin la parole, son ton était calme et doux. Si son hypothèse était juste, il se trouvait alors au-dessus d'un lieu que Cléopâtre souhaitait voir découvert au monde. Aux aurores, les fouilles commencèrent. Des ouvriers retirèrent méticuleusement le sable, morceau par morceau. Au début, ils ne trouvèrent que chaleur brûlante et poussière. Le lendemain, des fissures commencèrent à apparaître sur le pourtour, comme si le désert allait se fendre. Au troisième jour, la terre s'effondra. Le sable bougea, glissa et se fragmenta en une ondulation continue. Au milieu de l'effondrement, un objet solide émergea des profondeurs, une pierre lisse, finement sculptée, loin de la pierre brute naturelle. Et tandis que la poussière retombait autour de la pierre mise au jour, une question planait, comme un souffle en attente d'être libéré. Qu'est-ce que le désert avait donc gardé tout ce temps? Reste avec nous. Le temple qui murmurait à travers le temps, au départ, le groupe crut avoir découvert d'une structure simple et délabrée datant des dernières époques de l'Égypte. Le soleil brûlant tapait fort sur les pierres et le sable. Les colonnes étaient en ruine et l'endroit semblait être un vestige du passé, isolé et oublié. Cependant, une fois la poussière retombée et la lumière perçant l'obscurité, les inscriptions sur les murs commencèrent à révéler un récit qui dépassait toutes les attentes. Les écrits indiquaient que le lieu était connu sous le nom de Taposaurus Magna, le grand site funéraire d'Osiris. Ce seul nom changea la donne. Selon les croyances antiques, Osiris n'était pas une divinité comme les autres. Il régnait sur l'au-delà et guidait les esprits vers la vie après la mort. Il symbolisait la renaissance, les cycles éternels et le jugement divin. Si tel était bien son lieu de repos final, la terre revêtait une importance capitale. C'était un lieu sacré, réservé aux souverains, aux membres de la royauté et à ceux qui aspiraient à la vie éternelle. Depuis des années, la rumeur courait que Cléopâtre aurait choisi cet endroit pour sa sépulture. S'associant souvent à Isis, la compagne éternelle d'Osiris, être inhumé près de lui dans un sanctuaire dédié au renouveau perpétuel aurait lié sa mort à l'éternité divine. À environ 45 km des côtes d'Alexandrie se dressait le temple, dans la même zone où, selon les écrits anciens, Cléopâtre aurait passé ses derniers instants. Colonnes effondrées, portes démolies et pierres éparpillées. L'entrée était clairement marquée, et pourtant, malgré des années de dégradation, les murs intérieurs conservaient des sculptures encore visibles. L'équipe procéda avec prudence, dégageant méticuleusement des siècles de poussière accumulée. C'est au cours de ces travaux qu'ils firent une découverte remarquable. Le texte était inscrit en 2 langues, mêlant hiéroglyphes égyptiens et lettres grecques habilement gravées ensemble. La précision et la cohérence de chaque symbole et de chaque ligne laissèrent naître l'équipe stupéfaite. Il était rare de voir des temples égyptiens combiner plusieurs langues, surtout dans des lieux sacrés. Le Dr Kathleen Martinez, spécialiste des potentiels sites funéraires de Cléopâtre, a rapidement saisi l'importance de cette découverte. Cléopâtre régnait sur un royaume partagé entre 2 sphères. Les Grecs, maîtres de la politique, et les prêtres égyptiens, garants de la spiritualité. Cette dualité se reflétait dans le temple lui-même, qui présentait des caractéristiques des cultures égyptiennes et grecques, ainsi que du profane et du divin. L'agencement du temple portait probablement l'influence de la vision de la reine.
La découverte d'objets à proximité a accentué son émerveillement. Parmi les objets exposés figuraient des pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et des statues d'Isis avec un faucon symbolisant un nouveau départ. L'analyse de l'autel a révélé des traces de résine de lotus bleu et de boumen humaine, matériaux typiques des momies royales. Ces reliques n'avaient pas été exposées à la lumière depuis des siècles, ce qui rendait ce moment d'autant plus poignant pour l'équipe. Un silence pesant, accumulé au fil des siècles, semblait planer sur l'atmosphère. Puis, un événement encore plus extraordinaire se produisit. Les capteurs au sol, déployés pour détecter les moindres variations sous le temple, captèrent un léger bourdonnement provenant des profondeurs du calcaire. Inaudible à l'oreille humaine, ce bourdonnement se manifestait par des fluctuations régulières et progressives, enregistrées toutes les 42 secondes, reproduisant les relevés effectués dans le désert quelques semaines auparavant. Les ingénieurs ont minutieusement examiné leur équipement à la recherche d'éventuelles perturbations, mais n'en ont trouvé aucune, confirmant ainsi l'authenticité des données. Le temple était bien plus qu'une simple structure inerte. Il semblait émettre de subtils signaux depuis ses profondeurs. Les ouvriers ont ressenti de légers tremblements sous leurs pieds pendant qu'ils travaillaient sur le site. À mesure qu'ils poursuivaient leurs investigations, les secousses s'intensifiaient de manière constante et intentionnelle. On avait l'impression que les fondations mêmes du temple envoyaient des messages, communiquant doucement à travers les âges. L'équipe était partagée entre curiosité et malaise en explorant ces découvertes. L'importance de leur découverte n'échappa à aucun d'eux. Le bourdonnement mystérieux qu'ils entendaient n'était pas un simple bruit anodin. Il semblait provenir des profondeurs de l'ancien site de Taposiris Magna. L'équipe se prépara à s'aventurer plus loin dans le territoire inexploré. Le couloir de la vie éternelle. Le bourdonnement autour de Taposiris Magna s'intensifia à mesure que les relevés se poursuivaient. Chaque lecture, chaque vibration semblait avoir une signification précise. En suivant le signal avec attention, l'équipe localisa sa source, une épaisse couche de calcaire dissimulée sous le temple. Lorsqu'ils activèrent le radar à pénétration de sol, les images affichées sur les écrans firent taire la pièce. Sous le lieu de culte se trouvait un passage souterrain creusé dans la roche dure. Le tunnel s'étendait sur plus d'1 kilomètre, rectiligne et régulier, témoignant d'une précision impressionnante. Même avec la technologie actuelle, il aurait été difficile pour les ingénieurs de réaliser un tel travail sans équipement sophistiqué. Au départ, les scientifiques doutèrent de la précision de leurs mesures, supposant qu'un dysfonctionnement des appareils avait induit des erreurs. Cependant, après avoir inséré une minuscule caméra par un petit orifice, les images en direct confirmèrent les observations du radar. L'objectif révéla un couloir au plafond et murs lisses et incurvés, brillant comme du verre. Bien que semblant avoir été construit par l'homme, il ne présentait aucune trace d'outil, aucune fissure liée à l'âge, ni aucun dommage structurel. Il semblait que le passage ait été méticuleusement creusé et scellé par une civilisation ancienne, dans le but de le préserver jusqu'à un moment précis. Dr. Kathleen Martinez remarqua un motif récurrent dans les images. Des gravures en grec et en égyptien répétant la phrase « Anne », symbolisant la renaissance de la vie. Martinez comprit alors que le tunnel était bien plus qu'un simple passage. C'était un chemin sacré destiné à guider les défunts vers la renaissance. Chaque pas franchi dans le tunnel représentait un pas de plus vers l'immortalité. L'équipe poursuivit sa progression, suivant le signal jusqu'à une pièce apparemment fermée. Les scanners révélèrent un espace circulaire d'environ 20 mètres de diamètre. La pierre à l'intérieur était plus chaude que le calcaire environnant, signe qu'elle avait été brûlée de l'intérieur. Avec précaution, l'équipe commença à percer le dernier obstacle. Lorsque celui-ci céda enfin, le bruit ne fut pas le craquement sec d'une roche. Ce fut plutôt un grondement sourd et profond qui résonna dans leur poitrine. Une bouffée d'air glacial s'échappa, emportant avec elle l'odeur de résine et de métal vieilli, des senteurs ancestrales emprisonnées depuis des millénaires. La poussière tourbillonnait sous la lueur de leurs lampes torches, les obligeant à retenir leur souffle. À l'intérieur, ils découvrirent quelque chose qui dépassait leurs espérances les plus folles. Cette chambre n'était pas un simple lieu de sépulture.
Les parois étaient recouvertes d'une substance noire et brillante qui réfléchissait la lumière comme un miroir. La roche ressemblait davantage à une masse fondue qu'à une pierre soigneusement sculptée. Au-dessus de nos têtes, d'innombrables petites gemmes bleues scintillaient au plafond. Des examens plus approfondis révélèrent qu'il s'agissait de lapis lazuli, une pierre précieuse autrefois réservée à la royauté. Les pierres étaient méticuleusement disposées pour former des motifs d'étoiles racontant l'histoire de la déesse Isis triomphant d'Osiris, des rayons de lumière la reliant aux étoiles. Le plafond n'était pas qu'un simple ornement. Il symbolisait la résurrection. Chaque élément représentait l'instant où la vie était rendue aux défunts, illustrant le lien entre le ciel et la terre par la puissance divine. Le passage à l'intérieur était une transition harmonieuse entre couloirs, tunnels et chambres. En franchissant l'entrée de calcaire, on vivait un voyage de transformation menant à un espace sacré, symbolisant la Renaissance. Le message du temple transcendait les mots, communiquant par le langage de la pierre, de la lumière et des vibrations profondes qui transmettaient l'essence de la vie éternelle. Alors, quels autres objets ont été découverts à l'intérieur du tombeau? Plongeons-nous dans le sujet. Le sarcophage noir de Cléopâtre. Une fois le dernier obstacle franchi, le silence se fit dans la pièce. Personne n'osait respirer. L'air qui s'en échappait était lourd et nauséabond, frappant violemment l'équipe. Il était chargé d'odeurs de résine, d'ammoniac et d'une âcre odeur ancienne qui irritait la gorge et les yeux. Certains ouvriers reculèrent, se couvrant le visage d'un tissu, mais il était déjà trop tard. Des analyses chimiques ultérieures révélèrent que les gaz emprisonnés à l'intérieur avaient atteint des niveaux dangereux pendant près de 2 millénaires. Ce qui aurait dû être un moment de victoire semblait désormais dangereusement proche de la catastrophe. Au centre de la pièce se dressait le sarcophage. Personne n'avait jamais rien vu de pareil. Taillé dans un seul bloc de granit noir, sa surface scintillait sous les projecteurs, projetant un reflet sombre et luisant comme si la pierre respirait. Le couvercle, massif et pesant plusieurs tonnes, était scellé par un mélange de résine solide et de plomb. À chaque fois que la grue soulevait le couvercle, la pièce résonnait d'un son rythmé. Dès que le couvercle s'ouvrait, une vague d'air chaud s'échappait. La température intérieure était sensiblement plus élevée que dans le reste de la pièce. Martinez demanda sans tarder une analyse. La chaleur provenait de l'intérieur, et non du soleil ou d'un quelconque appareil. La découverte était troublante. 2 silhouettes se tenaient un côte à côte, recouvertes d'un épais lin entrelacé d'or. Les tissus s'étaient fondus en un seul avec le temps, les masques funéraires se confondant avec la matière, leurs tresses à peine discernables. Un tube de bronze reposait entre les corps, parfaitement positionné entre leurs bras tendus, comme s'il leur appartenait à tous deux. Périodiquement, il émettait une légère vibration qui se propageait à travers le granit massif. Ce schéma correspondait au rythme régulier de 42 secondes, constaté dans toute la zone. Le corps de l'homme était partiellement décomposé. Cependant, la cause des dommages n'était pas naturelle. Quelqu'un avait intentionnellement ouvert sa cage thoracique, les côtes écartées, et l'avait remplie de résine solidifiée et de mercure. Il ne s'agissait pas d'une pratique de conservation, mais d'un acte rituel. Certains érudits ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un moyen de contrôler l'énergie du corps durant sa vie. Le corps de la femme, en revanche, était en meilleur état. Le lin, rigidifié, formait une enveloppe rigide qui maintenait sa forme. Éclairée, sa surface présentait une couleur bronze terne, craquelée et irrégulière sous l'effet du temps. Les plis du lin laissaient entrevoir de l'or et de l'argent, une broche reposait près de son cœur, une agrafe ornait son corps, et un pendentif se trouvait à l'emplacement du cœur. La figure représentait Isis, dont Cléopâtre croyait qu'elle était le reflet. À son poignet était enroulé un bracelet évoquant un cobra, avec ses crocs acérés et sa tête dressée. Bien que le métal fût terni, la forme était indubitable. Dans la culture égyptienne, le cobra symbolisait la protection et la mort. La même créature qui, selon la rumeur, aurait causé la mort de Cléopâtre. Le silence retomba dans la pièce. Martinet murmura simplement 2 mots.
C'est elle. Des examens ultérieurs confirmèrent le rang social élevé des personnes. Les tests génétiques ont révélé une ascendance noble, ce qui corrobore les affirmations concernant la lignée TMYC. Une fois la pièce sécurisée, l'atmosphère y devint dense et métallique. Une chaleur émanait de la surface sous le sarcophage, accompagnée de légères vibrations dans les murs. Certains scientifiques comparèrent cette sensation à celle d'être à proximité d'une machine en fonctionnement, tandis que d'autres refusèrent de retourner dans la zone. Ce qui avait commencé comme une fouille enthousiaste ressemblait désormais à une intrusion. Martinez se tenait silencieuse devant le sarcophage, le teint plus pâle sous les projecteurs. Elle murmura doucement, exprimant leur quête de réponse, mais avec le sentiment d'être confrontée à une punition. La découverte du tombeau de Cléopâtre confirma les espoirs et les craintes de l'équipe. Les secrets révélés par le sarcophage suscitèrent à la fois excitation et effroi. Cependant, la véritable source de peur ne résidait pas dans les corps eux-mêmes, mais dans l'aura de puissance qui les entourait et dans la pulsation persistante qui résonnait à travers la pierre. On sentait qu'une force ancestrale était encore à l'œuvre, loin d'avoir trouvé la paix. Mais si le tombeau apportait des réponses à leurs longues recherches, il contenait aussi de sérieux avertissements. Restez avec nous pour les découvrir. Le tombeau qui proférait des avertissements. L'équipe fut bouleversée par le récit glaçant révélé par les gravures sur les murs. Une narration d'une noirceur inquiétante qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Dans toutes les salles, en caractères grecs et égyptiens, un message menaçant résonnait sans relâche. Perturbez l'harmonie et vous verrez l'équilibre se rompre. Ces mots, gravés avec une précision méticuleuse, semblaient palpiter d'une intention rythmique. Plus près du sol, dissimulé sous des couches de crasse accumulées, une autre mise en garde apparut. Des gouttelettes cramoisies s'écouleront de l'œil gauche vers le bas. Personne n'osait prononcer les mots inscrits sur les anciennes inscriptions. L'atmosphère dans la pièce s'alourdissait à chaque pas, comme si chacun détenait les secrets d'un pouvoir oublié. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles les écrits décrivaient un sacrifice rituel. Certains craignaient qu'il ne s'agisse d'un sortilège maléfique. Quoi qu'il en soit, la chambre était désormais bien plus qu'une simple relique du passé. Elle s'était transformée en une entité consciente qu'il fallait manipuler avec précaution. Partout, des traces évidentes d'une étanchéité parfaite. Le mercure et le plomb s'infiltraient dans le plâtre, traçant les murs comme des barrières invisibles. L'air exhalait un subtil parfum de résine, riche et sucré, une odeur qui avait perduré pendant des siècles. Des vases délabrés gisaient dans des recoins, leurs extérieurs noircis par le temps. Sous une colonne effondrée, le groupe découvrit un minuscule scarabée doré portant une inscription. « Fixez l'esprit dans son corps ». Martinet l'examina en silence, ses pensées s'emballant. Elle conclut que cette pièce n'était pas conçue pour exposer les défunts, mais pour les enfermer. Au centre de la chambre se dressait une estrade en pierre reconstituée. 2 lits de pierre étaient disposés côte à côte, leur surface luisante comme exposée à des températures extrêmes. Entre eux se trouvait un tube de bronze, de la taille d'un bras environ, gravé de motifs tourbillonnants qui scintillaient sous la lumière. Un scientifique affirmait avoir aperçu la faible empreinte d'une goutte gravée sur le métal, précisément à l'endroit où l'inscription murale évoquait du sang coulant de l'œil gauche. Martinez sentit la terre trembler sous ses pieds à mesure qu'elle approchait. Les vibrations intenses, qui persistaient dans leur équipement depuis des jours, les envahissaient désormais. L'atmosphère était pesante, presque suffocante. Quelques membres de l'équipe reculèrent instinctivement, leur appréhension se lisant dans leurs regards. Martinez, malgré ses mains tremblantes, ordonna l'arrêt immédiat des opérations et le lancement des contrôles de sécurité. Son ton restait calme, mais la pièce semblait chargée d'un malaise palpable. Elle murmura doucement. Cette structure est plus qu'un simple lieu de sépulture. Elle semble réagir à notre présence. Et ce n'était pas le pire de cette découverte. Entrons, le cercle des morts. Les 3 couloirs, au-delà du sarcophage noir, tournaient brusquement à droite. L'équipe avançait avec précaution, leurs lanternes bien en place, leurs masques serrés contre l'épaisse poussière soulevée par des siècles de pierre intacte.
Le couloir débouchait sur une chambre circulaire, plus petite que la salle principale, mais imprégnée d'une présence presque vivante, comme si l'air lui-même nous observait. Les murs étaient creusés en alvéoles peu profondes, chacune parfaitement taillée pour abriter un trésor. Dans chaque alvéole, un crâne solitaire se dressait sur un rebord de pierre, tous tournés vers le centre de la pièce. Il n'y avait ni corps, ni cercueil, seulement des crânes. L'équipe les compta en silence. 36 au total. 12 semblaient être des hommes, 12 des femmes et 12, sans aucun doute, des enfants. La poussière flottait dans les rayons du soleil et un silence recueilli s'abattit sur le groupe. Les orbites vides de chaque crâne étaient recouvertes d'une fine couche d'or qui scintillait à la lueur des lanternes. Des analyses ultérieures ont révélé des traces de résine de lotus bleu, la même substance utilisée ailleurs sur le site funéraire lors de la momification. L'effet était simple, mais glaçant. Les crânes n'avaient pas été abandonnés. Ils avaient été soigneusement disposés. Chacun faisait face à une petite plateforme de pierre au centre de la pièce. Cette plateforme portait l'Ankaïage, symbole égyptien de vie. 2 coupes de bronze, soudées par une chaleur intense, reposaient dessus. L'une d'elles contenait une couche de matière noire desséchée, identifiée plus tard comme étant du sang humain. Au-dessus des aloves, des inscriptions en grec et en égyptien prononçaient un avertissement clair. Ils gardent le passage et maintiennent l'équilibre. Certains archéologues pensent qu'il s'agissait d'une prière à Isis, protectrice de l'au-delà. D'autres soupçonnaient une signification plus sombre. Les morts ne reposaient pas, ils retenaient quelque chose sous le sol. La disposition des crânes était précise, chacun était dépourvu de mâchoire inférieure. Les experts médico-légaux ont confirmé que cette décapitation était délibérée, probablement pour empêcher la reconstitution du corps. Quel que soit l'objet de ce cercle, il était destiné à rester enfermé à jamais. Des capteurs placés dans la pièce ont capté de faibles impulsions électromagnétiques, dont l'amplitude variait régulièrement toutes les 42 secondes. Les mêmes impulsions que l'équipe avait détectées dès leur arrivée dans le désert. Les membres de l'équipe ont ressenti une pression inhabituelle derrière les yeux et des picotements sur la langue. Martinez pénétra prudemment dans la chambre, sentant une odeur métallique. Alarmée, elle ordonna de la sceller immédiatement. Ses dernières paroles, avant que toute communication ne soit coupée, furent solennelles. Ceci n'est pas un lieu de sépulture. C'est un engin mortel. La nouvelle de l'existence de cette chambre se répandit rapidement dans les universités et les administrations. Des images fuient en ligne avant même que le site ne soit totalement inaccessible. Les réactions furent partagées. Certains exigeaient une fermeture définitive. D'autres insistaient sur une étude approfondie et une publication. Quelques voix s'élevèrent sur une question plus fondamentale. Si les crânes servaient de gardiens, qu'est-ce qui avait changé en ouvrant le passage? Les implications étaient profondes. Le tombeau de Cléopâtre était bien plus qu'une simple sépulture royale. C'était un système de défense savamment élaboré. Les 36 crânes maintenaient l'équilibre et leur nombre correspondait à 42, un chiffre sacré dans la croyance égyptienne, symbole de jugement. Que pensez-vous du tombeau de Cléopâtre? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos de ce genre. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre appareil.